Ok, aujourd'hui je vais vous parler de la crise qui touche tout l'écosystème de l'immobilier. Je veux bien sûr parler de la crise de la construction neuve, chiffres à l'appui. Vous allez voir qu'elle touche bien sûr la construction, mais par effet de ricochet, ça touche bien sûr l'immobilier ancien. On va donc regarder les répercussions chez l'investisseur, mais également chez le propriétaire occupant du marché immobilier en 2025. Et on va regarder ensemble ce que nous disent ces chiffres et quelle est la conséquence sur le marché immobilier pour les prochaines années. Je vais vous partager un document de la Fédération des promoteurs immobiliers que je vais commenter bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé de le suivre, vous pouvez parfaitement l'écouter. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on s'y met. C'est parti. Donc, on va bien parler de construction d'immeubles résidentiels, donc d'immeubles collectifs à destination des habitants. Donc, c'est vraiment des appartements. Là, c'est pas du bureau ni du tertiaire, ok? Et quand on parle de logements collectifs, il y a bien sûr ceux vendus au détail, donc à des propriétaires occupants et à des investisseurs, mais également ceux vendus à des bailleurs sociaux, par exemple. Donc, ce qu'on dit tout d'abord ici, c'est que les autorisations mensuelles depuis 2014 ne font que baisser, c'est-à-dire les autorisations de permis de construire. Vous voyez qu'en moyenne, entre 2014 et 2020, il y avait grosso modo 19 000 permis acceptés tous les mois. Et depuis 2020, alors à chaque fois, ils vous mettent les premiers tours des élections. Parce que ce qui se passe, c'est que dès qu'il y a des élections municipales, tout est à l'arrêt. Pourquoi? Parce que les maires veulent se faire élire. On sait aussi dans le métier qu'un maire bâtisseur est un maire perdant, généralement, parce que c'est pas très... comment vous dire? Si vous voulez aller chercher des voix auprès de vos concitoyens, il vaut mieux pas dire que vous comptez construire et densifier les habitations dans votre secteur. C'est très paradoxal, parce que les gens veulent des habitations moins chères, donc ils voudraient avoir plus de choix, mais ils veulent jamais avoir du choix pile devant chez eux. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 2020, la moyenne des autorisations a baissé. Mais ce n'est pas uniquement par rapport aux élections, bien sûr, c'est surtout par rapport au marché. Donc ce qu'on voit depuis 2020, c'est une moyenne qui est passée de 19 000 à environ 16 700, c'est-à-dire une baisse entre 15 et 16 %, ce qui est déjà très important. Donc c'est la baisse des autorisations de permis de construire. Mais c'est un constat, un premier constat. À partir de 2022, de novembre 2022 jusqu'à maintenant, on passe sur une moyenne de 14 000 autorisations de permis chaque mois. Ça a continué de baisser de manière très importante. Donc là, vous comprenez, on n'est même pas sur une phase de commercialisation, du fait qu'on n'arrive pas à vendre, etc. Non, là, c'est juste les autorisations de permis. Ça veut dire que c'est le début de la chaîne. Il faut bien sûr savoir que toutes les autorisations de permis de construire ne se soldent pas par des constructions. Il y en a plein qui ne verront jamais le jour. Mais étant donné que c'est le tout début du tunnel, c'est le tout début de la chaîne, moins vous avez d'autorisation, moins en sortie de chaîne, bien sûr, vous aurez des logements. Juste après, on en vient à la mise en vente des logements neufs. Je vous montre les chiffres sur 9 mois. C'est-à-dire, vous allez le voir année par année, mais à chaque fois, ce sont les 9 premiers mois de l'année. Et donc, je vous commente les chiffres, vous n'avez pas forcément besoin de regarder ce graphique. Ce qu'on observe finalement, c'est qu'entre 2018 et 2024, il y a eu une chute absolue du nombre de logements mis en vente les 9 premiers mois de l'année. Donc les mises en vente, ce n'est pas le nombre de bâtiments qui ont été mis à la vente, mais bien le nombre de logements en totalité. Et ce qu'on voit, c'est qu'en 2018, il y avait environ 101 344 logements mis en vente dans les 9 premiers mois. On arrive en 2022 à environ 81 000 et ensuite en 2023 à 58 000, puis en 2024, 39 000. Vous imaginez, entre 2018 et 2024, on passe de 101 000 logements mis à la vente les 9 premiers mois de l'année à 39 000. Une baisse de 60 %. Il faut prendre le temps de réfléchir à ça. Un marché qui fait moins 60 %, c'est un cataclysme. Et ça, on le voyait venir. Quand je dis on, les politiques du pays le voyaient bien sûr venir depuis des années. Si on enlève l'année Covid, l'année véritablement 2020, on voit qu'à partir de 2021, on est plutôt à 83 000 logements mis en vente au lieu de 101 000 en 2018. Et pourtant, je le rappelle, en 2021, les taux d'emprunt étaient très bas. Ça veut dire qu'on était dans une bonne période pour pouvoir vendre des logements. Et il y avait déjà un problème de mise en vente. Donc ce qu'on vit aujourd'hui et ce que vous pouvez vivre au travers de votre expérience de propriétaire ou d'acheteur dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf, il faut savoir que quand vous travaillez dans l'immobilier neuf, ce sont des signaux que vous voyez des années avant crise. Et ce qui doit nous interpeller dans ces chiffres, c'est que vous avez remarqué, le nombre d'autorisations de permis de construire a baissé, mais il n'a pas chuté considérablement non plus. D'accord? Là, par contre, en termes de mise en vente, il y a une chute drastique. Donc comment on peut expliquer le fait qu'il y a eu une chute modérée du nombre d'autorisations, mais par contre une chute totale du nombre de mises en vente? Déjà, une des réponses, c'est qu'il y a encore beaucoup de promoteurs aujourd'hui qui ont obtenu des autorisations de construire, mais qui ne construisent pas.
Tout simplement puisqu'ils ont remarqué que le marché n'était pas en capacité d'absorber les mises en vente qu'ils auraient à faire. Et quand on met en vente un programme immobilier en tant que promoteur, ça coûte extrêmement cher. Tous les frais de marketing, de communication, les frais opérationnels, etc. prennent une part importante dans le bilan. Donc la prise de risque a été minimisée à cause de l'état du marché. Donc ils se sont dit, ok, on a les autorisations, mais on va attendre, puisqu'il faut d'abord qu'on arrive à écouler notre stock existant avant de mettre en vente des nouveaux produits. Et ça vaut quasiment pour toutes les industries. Donc ce cri d'alarme, il n'est pas d'hier. Et le résultat, vous le voyez, c'est qu'on arrive à moins 33,7% entre cette année et l'an dernier, alors que déjà l'an dernier, c'était une catastrophe par rapport aux années précédentes. Et la traduction sur le terrain des chiffres qu'on voit ici, de cette descente aux enfers, eh bien ce sont des licenciements massifs dans différents secteurs d'activité, mais bien sûr qui vont toucher le BTP. Le BTP, pour information, donc le bâtiment, c'est 5% du PIB national. C'est absolument gigantesque. Il y a tout un tas de corps de métier qui gravitent autour du bâtiment. C'est pour ça qu'il y a une vieille phrase qui dit « quand le bâtiment va, tout va ». Oui, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on observe juste après? Eh bien, ce sont des retraits des opérations immobilières. C'est-à-dire que les promoteurs ont décidé de mettre en vente, ils ont mis les frais, mais finalement, étant donné que ça ne fonctionnait pas du tout, qu'il n'y avait pas de vente, eh bien, ils ont décidé de retirer leur programme en commercialisation. Et ça, c'est un phénomène qui n'avait pas été observé depuis très longtemps. Regardez, à partir du premier trimestre 2022, vous voyez qu'il y a environ 3% de programmes en retrait. Donc c'est quand même très peu. Et ensuite, en 2024, au troisième trimestre 2024, nous sommes à 32% d'opérations retirées. Le tiers des opérations de promotion immobilière qui sont retirées du marché. On fait x10 par rapport au premier trimestre 2022. On passe de 3% à 32%. C'est toujours compliqué quand on parle en pourcentage, mais les ordres de grandeur sont là. On multiplie par 10 le nombre de retraits d'opérations. Déjà, si on s'arrête ici, on peut comprendre pourquoi il n'y a plus de mobilité résidentielle. S'il n'y a plus de construction, ça veut dire qu'il n'y a plus de mobilité des populations. Et je parle de mobilité des particuliers, privés, mais également des personnes qui vivent dans des logements sociaux. Parce que je le rappelle, les opérations de promotion immobilière, c'est aussi pour les bailleurs sociaux. D'où le fait qu'il y a plus de 2 millions de personnes en attente d'un logement social aujourd'hui. C'est par rapport à une crise qui date de plusieurs années, mais qui n'a pas été endiguée pour plusieurs raisons, mais également clairement pour des raisons politiques. Parlons ensuite des réservations de logements. Donc, qui a réservé des logements neufs ces dernières années? Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vous donne également les chiffres sur les 9 premiers mois de chaque année, comme ça on s'y retrouve. Eh bien, vous allez constater en toute logique, étant donné que le nombre de mises en vente a chuté, je vous l'ai montré juste au-dessus, eh bien le nombre de réservations forcément a chuté. Il y a un genre de boucle de rétroaction, c'est-à-dire que étant donné qu'il y a moins de mises en vente, eh bien, il y a moins de réservations, et vu qu'il y a moins de réservations, eh bien, il y a moins de mises en vente. Et c'est ce cercle vicieux duquel il faut absolument sortir. Bon, alors je fais encore une petite parenthèse politique sur le fait qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on avait une première ministre qui s'appelle Elisabeth Borne et un premier ministre qui s'appelle Gabriel Attal. Alors ils avaient indiqué deux choses, qu'il allait y avoir un choc d'offres, beaucoup d'offres sur le marché pour que les gens puissent acheter. Mais en fait, ils n'ont pas compris que ce n'est pas l'offre qui amène la demande, c'est la demande qui amène l'offre. Donc lorsque vous voulez booster un marché, lorsque vous voulez redonner de la vie à un marché, c'est par la demande que vous le faites et jamais par l'offre. Quand un marché ne fonctionne pas, si jamais vous vendez des bagnoles, que vous en avez 5000 à vendre et que ça ne fonctionne pas, vous ne vous dites pas « je vais en mettre 15 000 à la vente, je vais faire un choc d'offres ». C'est franchement pas très intelligent. Mais derrière ça, bien sûr, l'idée était de faire un choc d'offres à des prix abordables. Donc on parlait de choc d'offres sur le logement social notamment, mais par contre, rien pour aider le particulier, qu'il soit investisseur locatif ou occupant. Vous voyez que en 2018 et en 2019, sur les 9 premiers mois de l'année, il y avait environ 115 000 réservations d'appartements neufs. En 2021, on passe à 112 000, puis ça dégringole quand même en 2022 avec quasiment 93 000, et surtout 2023 et 2024, on passe à 67 910 et quasiment 65 000. Vous vous rendez compte, on est à 65 000 logements réservés sur les 9 premiers mois de l'année 2024 versus 115 000 en moyenne entre 2018 et 2021, disons. Donc on voit bien qu'il y a une anomalie. Ça fait des années qu'on observe une anomalie. Et c'est de la pure logique tout ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très compliquées pour analyser ce marché et se dire qu'une catastrophe arrive. Donc maintenant, une fois qu'on a ce nombre de réservations sur les 9 premiers mois, on peut se dire qui a acheté ces logements et finir par comprendre qui n'est plus là sur le marché.
Sur la prochaine slide, vous voyez les couleurs, mais je vais vous les dire à l'oral, bien sûr. Donc, en gris, il y a les résidences de service. Les résidences de service, ce sont en fait les résidences étudiantes, les EHPAD, les résidences seniors, les résidences de tourisme ou les résidences de tourisme d'affaires. D'accord? Les logements en bloc, en couleur rose, ce qu'on appelle en bloc, c'est bien sûr les bâtiments ou les étages entiers qui sont vendus en bloc. On appelle ça la VEB, vente en bloc. Donc la vente en bloc, elle se fait soit à des bailleurs sociaux, soit à ce qu'on appelle des investisseurs institutionnels. Donc un bailleur social, déjà pour être clair, parfois il va construire son propre programme de logement, mais dans quasi la majorité des cas, il demande au promoteur de faire construire des logements. En tout cas, le promoteur va faire son programme et le bailleur va lui racheter des logements. Pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte que ça coûte très très cher de construire. Et étant donné que quand le bailleur social achète à un promoteur, il faut savoir qu'il y a une grille de prix, donc il ne peut pas dépasser un certain prix au mètre carré. Et je préfère vous le dire, le prix au mètre carré auquel achète le bailleur social est bien en dessous du prix auquel achèterait un particulier. C'est-à-dire, en d'autres mots, quand le promoteur vend des appartements à un bailleur social, il vend en dessous de sa marge. Il vend à perte. En France, il faut savoir que c'est interdit théoriquement de vendre à perte, mais pas quand on vend à des bailleurs sociaux. Et les promoteurs rencontrent des difficultés certaines. Il faut construire de plus en plus de logements sociaux parce que les Français n'arrivent plus à se loger. Déjà, il n'y a pas assez de logements dans les zones dans lesquelles les Français veulent habiter. Je le répète parce que bien sûr, souvent on parle du nombre de logements vacants. Il est clair qu'il y a des logements vacants. Il faut s'attaquer à ceux dans les grandes villes. En revanche, beaucoup de logements vacants sont situés dans les zones dans lesquelles les Français ne veulent pas aller. Ça sert à rien de s'y intéresser. Donc le gouvernement pousse pour obliger les communes à construire un certain nombre de logements sociaux. Vous entendez peut-être souvent parler du chiffre de 25%, mais ça veut dire que dans son bilan, le promoteur doit prévoir le fait qu'il va vendre une partie de ses logements à un bailleur social, et donc bien sûr, il va devoir équilibrer la balance de son bilan. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que vous le comprenez. Il va répercuter ses prix sur le particulier. En fait, il n'a pas le choix de faire ça, puisqu'il doit construire des logements sociaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat à savoir si c'est bien ou pas, mais c'est une réalité. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'il y a des logements sociaux dans un programme neuf que vous convoitez que le prix est forcément mauvais. Il peut y avoir des fois de très bons achats de foncier, donc le promoteur a réussi à acheter son foncier peu cher, ça arrive encore, c'est rare mais ça arrive, et dans ce cas, même s'il y a des logements sociaux, vous pouvez vous faire une très bonne affaire en achetant en tant que particulier. Mais il faut savoir que c'est compliqué pour le promoteur. Donc j'en reviens à cette slide où on voit qu'en 2024, sur les 64 000 logements réservés, vous en avez grosso modo 40 000 qui sont vendus au détail, 21 000 qui sont vendus en bloc et 4 100 qui sont vendus en résidence de service. Et ce qu'on voit, c'est que la vente au détail a encore baissé entre 2024 et 2023. Elle a baissé de presque 13%. On passe de 45 000 à 40 000, d'accord? Et la vente en bloc, elle a augmenté. On passe de 18 000 à 21 000. Et là, on peut aussi comprendre quelque chose. Pourquoi est-ce que la vente en bloc augmente? Eh bien parce que les promoteurs, ne trouvant pas de clients particuliers à qui vendre, ils vont décider de vendre à un bailleur social. Alors je viens de vous dire que le bailleur social achète peu cher les logements. Donc on pourrait penser qu'il n'a qu'à baisser ses prix et vendre moins cher aux particuliers plutôt que vendre à un bailleur social. Mais derrière ça, il faut comprendre que lorsqu'un promoteur vend, il a des frais de communication, des frais marketing, des frais de commercialisation qui sont très importants. Lorsqu'il vend en bloc à un bailleur social, eh bien, il fait sauter tous ces frais. Vous comprenez, il n'y en a pas besoin. Et en plus, le bailleur social va lui acheter plusieurs logements d'un coup et il s'engage très souvent à réitérer l'acte rapidement, c'est-à-dire à lui donner son argent rapidement. Donc quand le promoteur fait l'équilibre des pour et des contre, parfois il se dit, en fait, au lieu de me couper un bras, je vais me couper une main tout de suite. Et il vend plus qu'il devrait à un bailleur social. Je reviens sur une notion très importante, celle qu'Elisabeth Borne avait prononcée il y a de cela quelque chose comme 1 an et demi, où elle disait, vous inquiétez pas, on va sauver les promoteurs en vous proposant plus de ventes en bloc. Il y a les bailleurs sociaux qui vont vous acheter massivement vos appartements, mais il y a également les investisseurs institutionnels que je vais pousser vers vous et vous inquiétez pas, ils vont acheter vos logements. Alors, qui sont les investisseurs institutionnels? Eh bien, à la différence des bailleurs sociaux, ce sont des boîtes privées. Par exemple, des fonds de pension, des banques, des caisses de retraite, des compagnies d'assurance, bref, des boîtes privées.
Et elles, quand elles achètent en bloc, vous comprenez bien qu'elles vont faire exactement la même chose que vous en tant qu'investisseur particulier, même si c'est à une autre échelle, elle va calculer sa rentabilité. Et quand elle observe qu'en achetant 30 logements d'un seul coup dans un immeuble, eh bien, elle se tape une rentabilité d'à peine 3%, parce qu'il faut savoir qu'ils empruntent tout de même à des taux plus élevés que les particuliers, ils ont également d'autres contraintes, eh bien, ils ne vont pas vers ce type d'investissement avec cette rentabilité. Et ça, c'est pas d'hier. Il faut savoir que les investisseurs institutionnels détenaient presque 20% du patrimoine immobilier français dans les années 2000. Et aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais ils doivent être aux alentours de 4 ou 5%. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment liquidé, ils ont arbitré leur portefeuille immobilier en 15-20 ans. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont compris qu'ils étaient extrêmement taxés sur l'immobilier et que ça ne les intéressait pas de conserver ce patrimoine, d'être taxés fortement dessus et en plus de devoir le rénover et d'être contraints à des taxes toujours plus importantes. Et là, la première ministre nous disait « je vais les faire revenir sur le marché ». Mais qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Mais ils ne sont jamais revenus. Ils n'ont absolument aucun intérêt à le faire. Parce que pour ça, il faudrait que le gouvernement leur fasse des propositions. Que ce soit en termes de TVA, d'exonération de taxes foncières, bref, quelque chose pour leur redonner envie d'acheter. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelqu'un, ça, hein? Ça fait penser aux particuliers. C'est exactement la même chose. Vous ne pouvez pas lui dire d'acheter et ensuite le matraquer fiscalement ou au moins lui dire, en fait, on ne sait pas ce qui va se passer. Il y a une telle instabilité fiscale que, allez-y, achetez, parce que quand même, il faut faire tourner le BTP, et puis, mine de rien, il faut du boulot, il faut de la croissance, etc. Mais par contre, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans tous les cas, il y a des chances que vous soyez matraqué fiscalement. En fait, il y en a beaucoup qui n'achètent pas. Donc, résultat, en 2024, seulement 65 000 logements réservés pendant les 9 premiers mois, dont 39 000 pour les particuliers et le reste en bloc, on va dire majoritairement avec des bailleurs sociaux et c'est tout. Et si on regarde maintenant de manière un peu plus micro sur ces fameux 40 000 personnes qui ont réservé des logements en 2024, eh bien là, chez le particulier, on va différencier la vente en accession à la propriété, donc pour y vivre, de la vente à l'investisseur. Et qu'est-ce qu'on observe? En bleu, vous avez la vente à l'investisseur et en jaune, la vente à l'accession. Sur 40 000 logements vendus en 2024, vous en avez 26 600 en vente en accession et seulement 13 000 à l'investisseur. 13 000 à l'investisseur. Pour vous donner un comparatif, ne serait-ce qu'en 2021, c'était 39 000 à l'investisseur. On est passé à 13 000. Et en 2019, on était à 44 000. Vous vous rendez compte, on a presque divisé par 4 le nombre d'investisseurs particuliers achetant un logement neuf pour investir. Quand on regarde la vente en accession, donc pour y vivre, bien sûr, ça a baissé. On est à 26 612. Les années précédentes, quand on regarde 2022, on était à 40 000 et en 2019, on était à 48 000. Donc la baisse est considérable, c'est entre 40 et 50%. Mais la plus grosse perte, vous la voyez, c'est l'investisseur locatif. Donc ça veut dire quoi? Ce qui s'est passé, c'est que le retournement de marché avec l'explosion des taux d'emprunt, avec l'explosion du coût des matériaux, a fait sortir une partie de la population. Cette partie de la population qui est sortie, c'est tout d'abord, en ce qui concerne la vente à l'accession, les primo-accédants. Les primo-accédants, ils sont sortis. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens d'acheter avec les taux d'emprunt qui ont fini par exploser. Alors, au moment où je parle quand même, début 2025, les taux sont redescendus aux alentours de 3,30%, 3,20% pour un bon dossier sur un emprunt sur 25 ans. Donc, c'est quand même pas mal du tout, mais l'an dernier, à la même période, on était à plus de 4%. Donc durant 18-24 mois, ça les a fait sortir du marché, les primo-accédants. Et là, il faut quand même se rendre compte que quand on achète dans l'immobilier neuf, c'est vraiment idéal pour les primo-accédants, puisque la plupart du temps, ils vont avoir le droit à un prêt à taux zéro, donc ça va pouvoir permettre de baisser la mensualité, même si le taux classique, lui, est élevé. La part de prêt à taux zéro va venir faire baisser la mensualité globale. Et également, dans le neuf, il faut savoir que les frais de notaire sont réduits. Si on compare à l'immobilier ancien, un couple qui voudrait acheter un bien à 300 000 euros, il doit sortir 25 000 euros de sa poche pour avoir le droit d'acheter, donc c'est ce qu'on appelle les frais d'acquisition, dont les DMTO, dont les frais de notaire, qui sont une petite partie de ces frais d'acquisition, d'accord? Mais il faut lâcher 25 000 euros pour avoir le droit d'acheter. Et ça, c'est sans les frais bancaires, sans les frais de caution, etc. Il y a quasiment 30 000 euros. Alors que dans le neuf,
pour un bien à 300 000 euros, il va y avoir grosso modo 6 000 euros de frais d'acquisition. Et franchement, la plupart du temps, si vous arrivez à négocier, eh bien, vous obtenez la gratuité de ces frais d'acquisition. Donc vous achetez 300 000 sans aucun autre frais que vos frais bancaires. C'est ce qui fait que les primo-accédants ont tendance à se diriger vers l'immobilier neuf quand ils ont peu d'apports. Et bien là, même dans cette situation, il y a beaucoup moins de primo-accédants dans l'immobilier neuf. Ça veut dire que dans l'immobilier ancien, eh bien c'est pire que ça. Je ne parle pas en pourcentage, je parle en volume. C'est pour ça qu'on est passé de 1,2 million de transactions à l'année à grosso modo 780 000 sur l'année 2024. Ça a complètement sorti les jeunes et les primo-accédants du marché de l'emprunt immobilier. C'est ce qui fait qu'ils restent en location et c'est ce qui fait qu'il n'y a plus de mobilité résidentielle. Du même côté, on va se retrouver avec les investisseurs locatifs qui, eux, ont déserté le marché de l'immobilier neuf, mais pas au profit de l'immobilier ancien, non, au profit de rien du tout. Parce que, à nouveau, l'État montre une instabilité fiscale et un matraquage auprès des particuliers. Moi, je passe du temps à écouter les différents partis politiques et je trouve que tout est extrêmement intéressant. Une chose est sûre, ils sont d'accord sur le constat, sur ce qui se passe. En revanche, ils ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Nous vivons quand même dans un pays où il y a certaines fausses croyances par rapport aux personnes qui possèdent des investissements immobiliers. Il y a des personnes qui ont fait de véritables fortunes, c'est certain. Mais la majorité des investisseurs en France sont des personnes qui se sont saignées pour obtenir cet investissement, qui ont pris des risques, qui n'ont pas dormi la nuit pendant peut-être des mois pour ceux qui ont eu des problèmes avec leur logement, avec des normes, avec des travaux, avec des locataires. Bref, il peut y avoir tout un tas de raisons pour lesquelles un propriétaire vit des moments difficiles. Et je pense que ce petit propriétaire investisseur-là, il ne faut pas lui taper dessus, puisque c'est lui qui achète des petits appartements anciens et neufs en vue de se créer une retraite. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on veut taper sur tout le monde. Et pour terminer, eh bien on évoque le prix des logements neufs, les prix des logements collectifs au détail. Donc on enlève le prix du bloc. Je pense que sinon vous feriez une crise cardiaque en voyant les prix mètres carrés vendus aux bailleurs sociaux. Donc ici, on voit que les prix se stabilisent aux alentours de 5 000 euros du mètre carré. Depuis 2020, vous voyez une évolution des prix au mètre carré. On était à 4 400, 4 500 pour aujourd'hui plafonner aux alentours de 5 000. Bon, ça mine de rien, en fait, ça suit l'évolution du marché dans l'ancien également. Le marché dans l'ancien a évolué. On commence à avoir une petite baisse, mais c'est une baisse à la marge qui va s'arrêter. On est aux alentours de 4 900 euros du mètre carré avec une moyenne à 5 000, tout simplement puisqu'il y a une réalité technique qui fait que les promoteurs ne peuvent pas baisser. Il y a des normes de construction à respecter et il y a bien sûr une augmentation des coûts travaux et des prix du foncier qui ont mine de rien continué d'évoluer ces dernières années. Une phrase qui peut peut-être résumer l'énorme problématique du marché de la construction aujourd'hui, c'est que les promoteurs immobiliers n'ont jamais vendu aussi cher et dans le même temps n'ont jamais autant perdu d'argent. Ça veut dire qu'ils vendent plus cher et ils ont moins de marge ou pas de marge du tout. Ça, c'est un signe annonciateur d'un marché malade. Comment conclure, puisqu'on peut rapidement être un petit peu déprimé après les chiffres que je vous donne ici. Et c'est vrai, clairement, ces signes ne sont pas bons pour l'économie française et ils ne sont pas bons non plus pour le moral des Français. D'ailleurs, j'ai lu un article récemment qui disait qu'il n'y avait jamais eu autant d'argent sur les livrets A qu'en 2023. Alors bien sûr, c'est très mal réparti, me faites pas dire le contraire, mais il parlait de quasiment 400 milliards d'euros sur les livrets A des Français. Quand on a une instabilité politique, gouvernementale, financière, fiscale, le Français, il a tendance à coffrer, à mettre de l'argent de côté parce qu'il a peur pour l'industrie, il a peur pour son propre job, pour l'avenir, et donc même si les conditions peuvent être favorables, il va avoir tendance à hésiter à changer de logement, que ce soit de l'immobilier neuf ou de l'immobilier ancien, c'est la même chose. Et pourtant, s'il y a bien un moment pour négocier et pour faire une bonne affaire sur un produit immobilier, c'est bien en ce moment, quand il y a moins d'acheteurs que de vendeurs sur le marché. Ceux qui osent se lancer, et bien sûr qui en ont la capacité, sans se mettre dans une situation financière compliquée, eh bien ce sont eux qui réalisent de bonnes affaires aujourd'hui. J'attends d'ailleurs vos avis et vos commentaires sur ce que je vous ai dit aujourd'hui. Comment vous avez ressenti le marché immobilier du côté de chez vous en tant que propriétaire ou tout simplement en tant que locataire? Peut-être que vous avez voulu acheter il y a quelques années, vous ne l'avez pas fait, et cette année, eh bien c'est plus difficile pour vous. Je sais que parmi vous, il y a bien sûr aussi des personnes qui attendent de voir si le marché immobilier va continuer de baisser. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je ne crois pas à la chute de l'immobilier et je n'y crois pas tout simplement parce qu'on ne l'observe pas. Et si on parle de chute, eh bien, quels chiffres donnons-nous?
Concrètement, si on parle d'une baisse entre 5 et 10%, il y a une chute. Ok, il y a une chute, c'est 5 à 10%. Si on la ramène à l'inflation, on peut même parfois aller jusqu'à 15 voire 18%, ce qui est déjà énorme. Mais souvent, quand les Français parlent de chute, ils attendent 40 à 50% de baisse de prix de l'immobilier. Et clairement, ça, eh bien, ça n'arrivera pas. Pour plein de raisons que j'ai déjà détaillées, je crois, dans d'autres vidéos, mais notamment pour des raisons de stabilité bancaire, eh bien, ça n'arrivera pas. Et il faut savoir que j'ai travaillé à des périodes avec tout type de prix et tout type de taux. Il y avait des taux à 4% quand les prix étaient bas, il y avait des taux à 1% et les prix étaient élevés, et de nouveau, les taux commencent à baisser, on est à 3%, aux alentours de 3%, donc c'est quand même très bien, avec des prix qui commencent à baisser. Eh bien, peu importe la période, il y a toujours une partie de la clientèle des Français qui disent « Moi, j'attends que ça baisse vraiment ». Ça veut dire que la clientèle qui attend une baisse de prix de l'immobilier pour se dire « Je vais faire une bonne affaire », c'est une excuse et ils ne sont en vérité pas vraiment prêts à acheter. Cette clientèle-là, elle n'est pas dépendante du contexte économique, elle est toujours là, peu importe les taux, peu importe les prix. J'ai pas de conseils à vous donner aujourd'hui, simplement, si vous avez un projet immobilier en tête et que vous êtes en capacité de le réaliser, même si ce n'est pas le bien de vos rêves, même si vous ne savez pas encore professionnellement où vous serez dans 7 ou 8 ans, si vous en avez la capacité sans pour autant vous mettre en difficulté financière, et ça, il faut bien sûr pouvoir le préparer à l'avance et tout mettre sur la table, eh bien vous n'avez, selon moi, pas de raison de ne pas tenter de vous lancer sur un projet, que ce soit un projet de résidence principale ou un projet immobilier locatif. Bien sûr, il y a une instabilité fiscale en France et franchement, c'est très pénible. Je vous donnerai bien sûr toutes les infos quand il y aura des nouvelles actualités, que ce soit sur la location nue ou la location meublée. Vous savez que j'adore les deux. Mais à partir du moment où vous décidez d'être propriétaire immobilier, vous devez accepter l'instabilité. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Peut-être que demain, par magie, on aura une super loi qui régit l'immobilier. Et peut-être que dans 5 ans, elle sera démontée par un autre politique. Pourtant, votre achat immobilier, vous ne le faites en général pas pour 5 ans. Il faut que ce soit sur une durée longue, parce que dans le temps, on gagne toujours. N'oubliez pas, le savoir, c'est le pouvoir. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Ciao.